Puis je vais faire. C'est en anglais? Bon, c'est la petite dame qui parle en anglais, mais rassurez-vous, je ne vais pas faire la Ah, conférence en anglais. ça me Bonsoir rassure. à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence TCAP autour des troubles des conduites alimentaires. Bienvenue. Comme d'habitude, nous allons du coup enregistrer la conférence pour que vous puissiez la revoir ou que les personnes qui n'ont pas pu se connecter puissent la voir en replay sur la chaîne TCAP Action, chaîne YouTube TCAP Action. Si vous ne souhaitez pas apparaître à la caméra, coupez vos caméras et puis, pendant la présentation, du coup, peut-être fermez vos micros, comme ça permet, si quelqu'un rentre ou autre, qu'il n'y ait pas de bruit à côté, ou le chat qui miaule, ou le chien qui jappe, ou tout autre, voilà. Pour éteindre les micros, c'est en bas à gauche, voilà, le petit micro Je pour vois cliquer rien, moi. dessus. Enfin, Alors, attendez, je me permets, voilà. Ben, nickel, Sylvie, vous y êtes arrivé. Parfait, c'est parfait. Voilà. Et du coup, vous réactiverez les micros ou si vous pour les questions-réponses à la fin. Alors, je vais lancer le diaporama, hop, pour cette conférence. Et voilà. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Non, là, vous voyez ma présentation, c'est ça? ouais. Alors, attends, je coupe. Je vais faire ça. Et voilà, ça doit être mieux. S'il veut bien partager. C'est mieux? Ouais. Ouais, voilà, vive la technologie. Donc, vous connaissez le principe de ces conférences TCAP autour des troubles des conduites alimentaires. On doit en être à notre 26e conférence depuis 2 ans. On a soufflé notre deuxième bougie, notre deuxième année au mois d'octobre. Euh, donc, pour cette conférence aujourd'hui, donc le thème c'est le sucre, un ami pour la vie. Euh, Nous allons, donc moi je me représente, je suis Cécile Lagouche, je suis diététicienne nutritionniste, je suis installée en libéral sur la région lyonnaise où il fait très froid en ce moment, voilà, d'où mon gros pull et mon foulard ce soir. Donc je suis diététicienne en libéral et plutôt spécialisée autour des troubles des conduites alimentaires, que ce soit les troubles des conduites alimentaires version plutôt restriction des personnes qui ont du mal à s'alimenter, anorexie restrictive, phobie alimentaire, etc., ou des versions des personnes qui ont plus des difficultés à s'arrêter de manger, ou qui ont des crises de boulimie ou ce type de comportement. Voilà. Donc, pour ces conférences, on les co-anime avec Angélique Euromual, que vous connaissez pour la plupart depuis longtemps maintenant. Donc Romuald qui est sophrologue sur Nice et Angélique Géménez qui nous rejoindra avec un peu de retard d'ici une demi-heure parce qu'elle avait une consultation et qui est psychothérapeute. Alors, le sucre, est-ce un ami pour la vie? De quoi on parle? Ben, c'est quand même une toute petite molécule. J'ai regardé, hein, une molécule de saccharose de sucre, ça fait 0,84 nanomètres carrés. Donc en millimètres carrés, vous voyez, ça fait beaucoup de zéros. C'est une toute petite molécule et qui fait quand même beaucoup, beaucoup parler d'elle à tous les niveaux et autant pour nous, disons, nous faire plaisir et nous donner envie de manger et aussi pour nous dire que, attention,
Ça peut être potentiellement dangereux, on peut en être addict, on va lire sur les réseaux qu'il faut arrêter le sucre, on va nous parler de glucose révolution, bon, ces sites souvent nous vendent des produits. Là, j'ai mis un abonnement pour un produit pour réguler nos envies de sucre et nos taux de sucre. Voilà. Donc beaucoup de choses autour du sucre. Donc est-ce vraiment un ami pour la vie? On se questionne. On entend aussi beaucoup parler des sucres rapides, des sucres lents. On entend parler des sucres simples, des sucres complexes. Ou le sucre, est-ce un ami pour la vie ou un casse-tête pour la vie? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ce soir. Alors, le sucre, de quoi on parle? Quand on parle du sucre qu'on connaît sous cette forme de petits carrés blancs ou de sucre cristal, il s'agit du saccharose. Le saccharose, d'un point de vue chimique, c'est une association de glucose et de fructose. Donc, c'est ce qu'on appelle un disaccharide. Et dans les sucres, ils font partie de la famille des glucides. Les glucides, donc on va retrouver ces fameux disaccharides, comme le saccharose, qui est là au milieu, dans la colonne du milieu, là vous voyez sur ce tableau, donc qui est une association de deux molécules, donc glucose et fructose. Et puis on trouve également le lactose qu'on va trouver dans le lait et dans les produits laitiers, le maltose qu'on va trouver dans les confitures notamment, dans la bière. Ça, on parle de disaccharides où il y a deux unités de sucre. Il y a également donc les monosaccharides où il y a une seule unité de sucre. Donc on retrouve ce fameux glucose, on retrouve le fructose et on a également le galactose. Et puis, ces molécules, elles peuvent s'associer entre elles et donner ce qu'on appelle des polysaccharides. C'est quand il y a plusieurs monosaccharides, unités, qui sont collées les unes aux autres et qui vont faire des chaînes beaucoup plus longues, qui sont connues, la plus connue, et c'est l'amidon qu'on va trouver donc, dans les céréales et dans les légumineuses. Donc, quand on parle de sucre et quand on parle de glucides, il y a effectivement les mono et les disaccharides qui sont plutôt des petites molécules et des molécules plus longues qui s'appellent les polysaccharides comme l'amidon. En fonction justement de la longueur de ces molécules de glucides, de sucre, du coup, elles vont être digérées plus ou moins rapidement. C'est ce qu'on va voir. Et pour regarder la vitesse à laquelle elles sont digérées, on regarde un index dont vous avez entendu parler qui s'appelle l'index glycémique. C'est-à-dire, on va regarder à quelle vitesse le taux de glucose dans le sang, qu'on appelle la glycémie, va augmenter après la prise alimentaire. Donc là, vous voyez, à gauche, prise alimentaire. Et si on est sur des molécules avec un faible unité de monosaccharides, là par exemple le saccharose, il y a deux unités, et ben, du coup la digestion va être assez rapide, et ce qui fait que ça va passer, comme c'est des toutes petites molécules, elles vont passer très rapidement dans le sang, ce qui fait que le taux de sucre dans le sang, si on en consomme en quantité, va monter assez rapidement, la glycémie va monter. Et comme l'organisme, il est prévu, en tout cas pour pouvoir réguler ce taux de sucre dans le sang, il va y avoir une sécrétion par le pancréas d'une hormone pardon, qui s'appelle l'insuline. Et l'insuline, elle va finalement venir chercher le sucre qu'il y a dans le sang et pour aller le faire rentrer dans les tissus de façon à ce que la glycémie diminue. Et donc la glycémie va diminuer. Et comme il y a une réponse assez rapide de l'organisme, il va avoir tendance à sécréter beaucoup d'insuline d'un coup, et ce qui fait on va avoir une réponse un peu trop rapide, et on va passer par une petite phase au bout de 2 heures d'hypoglycémie, où la glycémie va descendre un petit peu en dessous de la glycémie normale, qui est aux alentours de 0,8 à 1 mg par litre, et ensuite ça va se réguler et ça va se ramener. Ce qui fait que quand on est autour de 2 heures et qu'on a mangé comme ça des disaccharides en quantité, on va avoir une petite hypoglycémie où on peut sentir un peu un petit coup de mou et où on peut avoir
potentiellement faim et potentiellement, du coup, envie de manger également, de remanger. Et là, comme la glycémie est un peu basse, l'organisme va plutôt nous amener à avoir envie de manger plutôt quelque chose de sucré. Si on est plutôt sur des molécules assez longues, là, comme en verre, donc de l'amidon, comme c'est des molécules qui sont beaucoup plus longues, elles ne peuvent pas passer très rapidement dans le sang. Il faut le temps qu'elles soient découpées au niveau de l'estomac, puis au niveau du début du tube digestif, en petites molécules qui vont pouvoir traverser la membrane intestinale pour être assimilées. Donc, le temps de découpage va faire que la glycémie, elle va monter bien moins vite parce que les petites molécules, elles vont arriver découpées, elles vont arriver les unes après les autres progressivement. Donc, le pic va être moins haut et du coup, il y aura une réponse moins importante de l'insuline. Il n'y a pas besoin de sécréter beaucoup d'insuline et du coup, ça va redescendre. La glycémie va redescendre progressivement sans passer par une période d'hypoglycémie. Donc, c'est pour ça on parle en fait d'aliments avec un index glycémique. Ce qu'on appelle l'index glycémique, c'est la hauteur du pic d'insuline qui est généré par cette prise alimentaire. C'est pour ça qu'on différencie des aliments avec un index glycémique bas, c'est-à-dire là la courbe plutôt en vert, qui sont globalement inférieurs à 50, c'est l'unité. Donc là, on va retrouver alors moi, c'est écrit en petit, on va retrouver les fruits secs, on va retrouver les légumineuses, on va retrouver des céréales complètes, par exemple. On va différencier donc des aliments avec un index glycémique moyen, c'est-à-dire entre 50 et 75, et d'autres avec un index glycémique élevé, au-delà de 75. C'est ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'on peut appeler à certains moments faire la différence entre ce qu'on appelle les sucres simples ou les sucres qui vont avoir une digestion rapide, qui parfois ils sont un peu nommés, qu'on peut appeler les sucres rapides. Vous avez peut-être entendu ces termes-là, ou les sucres complexes. Donc les sucres complexes, c'est ceux où il y a beaucoup d'unités qui sont très longs. Donc, c'est des sucres plus compliqués à digérer et du coup qui vont être assimilés plus lentement, d'où aussi le terme de sucre lent que l'on peut entendre. Je vous demande une seconde. Hop. Alors, la glycémie, c'est donc le taux de sucre dans le sang. Il va un peu varier tout au long de la journée dans une fourchette, vous voyez, qui va se situer de 0,8 à 1,2 grammes par litre environ. C'est-à-dire que quand on dort, il va être un petit peu en dessous d'un gramme par litre. Ensuite, on va prendre un petit déjeuner. Ça va amener une montée de glycémie plus ou moins importante en fonction de ce qu'on va manger au petit déjeuner, qui va redescendre progressivement avec la sécrétion d'insuline. Ensuite, on va marcher un peu pour aller jusqu'à notre travail, par exemple. La glycémie, elle va baisser un petit peu. Elle va baisser progressivement tout au long de la matinée pendant qu'on va travailler. Puis, on va prendre un repas. La glycémie va remonter, le taux de sucre va remonter avec le repas de façon plus ou moins rapide, de façon plus ou moins intense, selon la composition du repas également. Puis elle va redescendre progressivement. Si on fait un peu de sport, elle va redescendre un petit peu aussi. Et puis le soir, on va reprendre un repas et la glycémie va remonter et redescendre progressivement. Donc elle varie comme ça sur une fourchette. Quand tout va bien, quand il n'y a pas de problème de santé, elle va varier progressivement dans cette fourchette-là. Alors, quand j'évoque problème de santé, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des difficultés à réguler justement cette glycémie. C'est ce qu'on appelle le diabète. Et dans ce cas-là, les variations vont être beaucoup plus importantes et le taux de sucre aura tendance à monter beaucoup plus haut qu'1,2 g par litre. Ça peut être ou une problématique au niveau du pancréas ou une fatigue avec le temps des récepteurs à l'insuline. Et puis ensuite du pancréas qui aura de plus en plus de difficultés à sécréter l'insuline. Alors, le sucre, enfin les glucides, le sucre, les glucides, à quoi ça sert? Donc, quand on digère les glucides, donc on va digérer
sous forme de glucose et ce glucose, il va être soit distribué dans les organes pour leur fonctionnement, par exemple dans le cerveau, dans le cœur, dans les globules rouges, dans les muscles, soit il va être finalement stocké sous forme de glycogène. Donc le glycogène, c'est une forme où on va réattacher les molécules de glucose les unes aux autres pour refaire un sucre complexe, un peu comme l'amidon, mais qui porte un autre nom, qui s'appelle le glycogène, et qu'on va mettre au niveau du foie et au niveau des muscles, de façon à pouvoir les retransformer en glucides et les utiliser quand on va en avoir besoin. Donc, au niveau de chaque muscle notamment, quand on va se mettre en action, moi tout à l'heure je suis allée en ville en vélo, et ben du coup j'ai utilisé du glycogène musculaire comme source d'énergie pour mes muscles, notamment mes muscles des cuisses et des mollets qui faisaient tourner mes pédales. Et puis, au niveau du foie, le glycogène du foie, du coup, ça va être une source de glucose importante pour toutes les autres cellules de l'organisme, éventuellement les cellules des musculaires lorsque l'effort musculaire dure longtemps, et puis également pour tous les autres organes, et notamment le cerveau en particulier. Parce que le cerveau, en fait, sa source d'énergie principale, quasiment la seule, c'est le glucose, c'est donc le sucre. Le cerveau ne sait pas utiliser d'autres sources d'énergie. Il ne sait pas utiliser en particulier les lipides comme source d'énergie, le cerveau. Il va être juste en capacité quand vraiment on est dans des périodes très particulières où on va très peu s'alimenter pour éviter d'utiliser en fait les muscles comme source d'énergie, parce qu'on peut dégrader les muscles pour fabriquer du glucose et utiliser du glucose. Il va produire à ce moment-là ce qu'on appelle des corps cétogènes, mais c'est vraiment une solution de survie et qui est transitoire. Sinon, le cerveau, son carburant principal, c'est le sucre. Il faut savoir que le cerveau, il représente que 2% du poids du corps et il utilise 20% du glucose de l'organisme, 20% du sucre de l'organisme. Justement, quelle est la répartition un petit peu de l'utilisation des glucides comme source d'énergie? Donc, leur rôle principal, les glucides, c'est de fournir de l'énergie à l'organisme. Si on regarde la répartition, donc on a dit le cerveau, c'est à peu près 19-20%, d'accord? Le foie, c'est à peu près 27%, les muscles, environ 18%, les reins, 10%, le cœur, 7%, et puis tous les autres tissus, ça va représenter à peu près 19%. Voilà à peu près la répartition de l'énergie au niveau des différents organes dans le corps. Donc le cerveau, tout petit, hein, seulement 2% du poids du corps, et qui utilise 20% du glucose de l'organisme, parce que lui, sa seule source d'énergie, c'est le glucose, alors que les autres organes, ils vont pouvoir utiliser d'autres sources d'énergie, et notamment les lipides. Les glucides dans l'alimentation. Donc, l'idée, c'est que les glucides, on a dit, l'énergie, on va l'apporter au cours des repas. Imaginons quelqu'un qui va prendre un petit déjeuner vers 8 heures du matin et qui va prendre son déjeuner vers midi. L'idée, c'est que son petit déjeuner le tienne à peu près jusqu'à midi et qu'à midi, il ressente la sensation de faim. Si une personne, on va dire, prend à peu près un huitième de baguette, imaginons que ça lui permet de tenir pendant 2 heures et qu'au bout de 2 heures, elle a faim. Du coup, il va lui falloir à peu près 2 fois un huitième de baguette pour arriver, donc un quart de baguette, pour tenir pendant 2 heures. Pendant 4 heures, pardon, jusqu'au déjeuner. Si sur son pain, cette personne-là, elle met de la confiture. La confiture, on a dit, donc le pain, ça contient de l'amidon. La confiture, ça va plutôt contenir des petites molécules de sucre, donc qui vont être digérées beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que ça va accélérer la digestion et qu'au bout d'1 heure, la personne, elle va avoir faim. Donc si elle veut tenir 4 heures, il faudra qu'elle mette 4 tranches de pain, enfin 4 huitièmes de baguette, donc une demi-baguette avec de la confiture.
le sucre contenu dans la confiture aura tendance à accélérer la digestion et à donner faim plus vite. Donc, il faudra plus manger. Par contre, si sur sa tartine de son huitième de baguette, elle met un petit peu de beurre, et puis elle met un yaourt à côté, et puis un petit peu de la confiture. Le beurre, il va contenir des lipides. Les lipides, ils vont permettre de ralentir la digestion. Ça, on l'avait vu dans une conférence précédente sur le rôle des lipides dans l'organisme. Vous pouvez la retrouver en replay également. Et donc, le beurre, comme il contient des lipides, il va ralentir la digestion. Dans le yaourt, on va avoir des protéines qui sont également des longues molécules. Ça, les protéines, on vous en reparlera dans une autre conférence plus tard au mois de mars, si ma mémoire est bonne, et qui vont également ralentir la digestion. Et ce qui fait que finalement, ce huitième de baguette avec un petit peu de beurre, un yaourt et puis éventuellement une lichette de confiture dessus pour le plaisir, et ben du coup, ça va tenir jusqu'à midi. Alors que si on ne mettait pas ce beurre et cette confiture, eh ben, il nous en fallait deux, comme on l'a vu tout à l'heure. Prenons le repas de midi maintenant. Et disons que la personne, elle a l'habitude de prendre une petite collation vers 16 heures. Donc l'idée, c'est que son repas de midi la tienne jusqu'à 16 heures. Si elle mange une portion de pâtes, imaginons une quantité de pâtes, à peu près 200 grammes de pâtes, ça va peut-être la tenir pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, donc vers 14 heures à peu près, elle va avoir faim. Donc pour tenir 4 heures, si elle mange que des pâtes, elle aura tendance à mettre plus de pâtes, à mettre 2 fois plus de pâtes pour tenir 4 heures. Par contre, si sur ces pâtes, en entrée, il y a une petite salade avec un petit peu d'huile d'olive, qu'à côté des pâtes, donc l'huile d'olive, on a dit qu'il va ralentir la digestion, puisque c'est un lipide, qu'elle met un peu de steak, un steak haché par exemple, ou une portion de poulet, ou même un steak végétal, pourquoi pas, assez riche en protéines. Les protéines vont ralentir également la digestion, et puis un peu de fromage râpé sur ces pâtes, comme il va y avoir un peu de protéines et un peu de lipides, ça va également ralentir la digestion, et finalement, ce repas, à la fois plus complet parce qu'il amène plus de nutriments différents, qui vont répondre aux besoins de l'organisme et à la fois peut-être plus agréable, parce que moi je préfère manger des pâtes avec un petit peu de fromage râpé et puis une petite salade à côté, un steak plutôt que des pâtes sans rien. Et bien du coup, ça va lui tenir pendant 4 heures. Donc la complexité, ce qui est important, c'est pas seulement de regarder l'index glycémique d'un aliment, mais aussi de regarder la complexité et en associant les aliments comme ça, on va pouvoir du coup ralentir la digestion et mieux gérer nos portions. Alors, au niveau des quantités recommandées, les quantités recommandées, elles sont extrêmement variables en fonction justement de la dépense énergétique. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit dans nos cours de nutrition? On nous dit en fait que par rapport à la dépense énergétique, en tout cas que les apports énergétiques quotidiens, ils doivent contenir 35 à 40% de lipides, ça on l'avait vu également dans les conférences sur les lipides, 10 à 20% de protéines et environ 40 à 55% de glucides. Et ce qu'on nous dit également, ce que nous dit l'OMS, elle nous dit que parmi ces glucides, il faut éviter pour un adulte de dépasser 50 grammes de sucre ajouté maximum par jour, et pour les enfants, qu'il vaut mieux éviter de dépasser 30 grammes de sucre ajouté par jour. Voilà les recommandations. Alors, j'ai fait des petits calculs pour vous donner un petit peu des estimations. C'est-à-dire que le pourcentage de l'apport énergétique total en général, en moyenne, pour une femme, il est de 2000 à 2200 kilocalories par jour. Pour un homme, il est de 2005 à 2700 kilocalories par jour. Donc, si on dit que l'apport en glucides doit être de 40 à 55% de ces apports-là, de l'apport énergétique total, dans ce cas-là, ça veut dire que pour une femme, la portion de glucides, elle doit représenter à peu près entre 200 et 300 grammes, et pour un homme, entre 250 et 370. Ça, c'est vraiment des recommandations moyennes.
D'accord? Chez des personnes qui vont avoir une dépense énergétique plus importante parce qu'elles font beaucoup de sport ou également parce que, elles dépensent pour une autre raison. L'autre jour, j'avais un jeune qui me disait qu'il faisait moins de sport parce qu'il n'avait pas le temps, il est en prépa. Et je lui dis, mais tu sais, en fait, peut-être que tes muscles, ils font pas de sport, eux, mais je crois que ton cerveau, il en fait beaucoup de sport. Et que finalement, tous les jours, ton cerveau, il fait l'équivalent d'un marathon. Voilà, j'avais un petit peu cette image-là. Hop, je vais rentrer. Euh, donc, une autre méthode de calcul également qu'on peut trouver pour faire des estimations, mais on est toujours sur des estimations, c'est qu'en apport en glucides, ça représente à peu près 4 à 5 grammes par kilo de poids corporel par jour. Ce qui nous donnerait, ce qui nous donnerait pour une personne avec une activité physique, ça c'est pour une personne avec une activité physique moyenne d'environ 1 heure de marche par jour. Ça c'est une source du Vidal qui nous donne ces recommandations. Ce qui fait à peu près pour une personne de 50 kilos à peu près 200 à 250 grammes de glucides. Pour une personne de 75 kilos à peu près 300 à 375 grammes de glucides. Et pour une personne de 100 kilos 400 à 500 grammes de glucides. Voilà, donc on retrouve à peu près ces deux calculs, deux manières d'estimer les quantités recommandées. Alors, j'ai fait quelques essais. J'ai fait quelques essais et j'ai regardé des exemples de repas. Donc, imaginons une personne, donc si je mange, enfin, imaginons moi par exemple, au petit déjeuner, je prends à peu près un tiers de baguette. Dans un tiers de baguette, il y a 40 grammes de glucides de 450 millilitres de lait, à peu près un bol de lait, ça me ramène 22 grammes de lipides, et je mets un peu de miel sur mon pain, et puis je prends 2 clémentines. À midi, allez, à midi, je suis sortie, je vais prendre un pain bagna, un yaourt sucré, et puis 10 à 15 grammes de raisin. À 4 heures, je vais prendre une banane qui représente à peu près 150 grammes. À chaque fois, dans le petit rond, vous avez l'apport en glucides, en fait. Et puis, le soir, je vais faire un repas avec des betteraves rouges, des coquillettes, pardon, une portion de fromage et puis une orange. Qu'est-ce que ça me donne comme apport? En apport en glucides total, ça me fait 318 grammes de glucides. Et en sucre ajouté, je suis à 34 grammes. Donc, je suis à peu près, vous voyez, dans les clous, à peu près pour un homme ou pour une femme. Et en apport ajouté, je suis OK, je suis inférieur à 34 grammes. Je me suis amusée à faire d'autres expériences. Un petit déjeuner avec le pain de campagne, avec du Nutella, avec un jus d'orange, du fromage blanc et un peu de sucre. Un repas de midi avec des carottes, un couscous, je crois que c'est, et puis une part de bavarois à la fraise, 2 parts de 4 quarts bien industriel à 4 heures. Et puis le soir, un repas breton avec une galette, une petite bolée de cidre et puis une crêpe au chocolat. Ça me donne quoi? Je rajoute une salade de mâche pour l'équilibre. Et ça me donne quoi? Bah, ça me donne 242 grammes de glucides. Donc, je suis à peu près dans les clous de ce qu'on voyait tout à l'heure. Et 70 grammes de sucre ajouté. Bon, je suis un petit peu au-dessus quand même des 50 grammes. Peut-être que la bolée de cidre et puis le gâteau. Alors, si je me dis que le gâteau, le 4 quarts, je le fais maison, que le bavarois, je le fais maison aussi, et puis que je mets une mousse de fraise, et puis que la pâte à tartiner, je la prends maison ou je la prends en magasin bio avec un petit peu moins de sucre que la pâte à tartiner bien réputé, on va dire, et ben du coup, ça va me ramener des apports en sucre ajouté qui vont être bien moindres. Vous voyez, je vais être à 32 grammes, donc je vais être bien en deçà des 50 grammes recommandés, maximum recommandé par l'OMS. Donc c'est assez facile finalement d'être dans les clous. Allez, un autre exemple. Un pain au chocolat au petit déjeuner. Ensuite, un menu McDo avec un Big Mac, des potatoes de luxe, un Sprite et puis un sundae caramel. Et puis le soir, allons-y gaiement, des spaghettis sauce basilic avec un tiramisu et puis des carottes râpées. Bah, du coup, en apport,
En apport en glucides total, je suis à 293, d'accord? Je vous rappelle que tout à l'heure, on était entre 200 et 350 selon homme ou femme. Et en sucre ajouté, je suis à 115. Donc là, on voit qu'on est largement au-delà des 50 grammes. Mais si je me dis que mon menu McDo, je le simplifie, puis que je prends peut-être pas la boisson sucrée, mais plutôt de l'eau, et puis que je vais manger peut-être, je sais pas, une pomme ensuite ou que je prends une compote, et ben ça va tout de suite réduire les apports. Vous voyez, en sucre 168 grammes et en sucre ajouté 39 grammes. Donc je suis bien en dessous des 50. Voilà, donc on peut s'amuser comme ça à faire enfin s'amuser. C'est pas tellement s'amuser, mais les diètes, on peut faire des calculs comme ça. Là, j'ai changé, j'ai rajouté une pomme au petit déjeuner, j'ai gardé mon menu McDo. Et puis j'ai changé le repas du soir avec une soupe, de la mâche, une demi-pizza, du fromage blanc, un petit peu de sucre et une barre de chocolat noir. Je suis à 248 grammes de glucides, donc je suis bien en termes de glucides. En sucre ajouté, je suis quand même beaucoup. Je suis à 112. Bah pareil, si j'enlève ce qui est amené par la boisson et par le sundae caramel, et ben du coup, ça descend tout de suite mes apports en sucre. Euh, alors, Toutes ces données-là de calcul donc, que je vous présentais, ce sont des données un peu théoriques qui sont exprimées parce que l'apport énergétique total, en fait, il est calculé par rapport à la dépense énergétique. Et vous voyez que la dépense énergétique, elle va varier tout au long de la journée. Quand je me lève le matin, si je vais marcher un peu, ma dépense énergétique là, que j'ai mis en rouge, elle va monter. Ensuite, elle va redescendre tout le temps que je vais être au bureau et que je vais travailler. Je vais un peu réfléchir. Si j'ai une réunion que je dois un peu produire ou animer une conférence comme ce soir, ben, je vais prendre la parole, je vais un peu réfléchir. Ça va monter ma dépense énergétique, puis elle va redescendre. Ensuite, si je vais courir après le repas, elle va remonter à nouveau. Elle va redescendre. Ensuite, je vais me poser, prendre une douche, me reposer sur le canapé. Ensuite, je vais aller marcher. Elle va remonter, redescendre. Si le soir, je me réactive à travailler, elle va remonter un peu parce que mon cerveau va beaucoup consommer et elle va redescendre et s'apaiser durant la nuit. Donc ma dépense énergétique, elle n'arrête pas de changer comme ça. Ce qui fait que souvent, on me demande quelle quantité de glucides je dois mettre dans mon alimentation. La quantité de glucides, elle va vraiment dépendre en fait des sensations justement que le corps va nous amener parce que justement le corps, il est bien fait et il va nous permettre de nous amener des sensations quand justement une grande quantité de glucides a été consommée et que, comme on le disait tout à l'heure, on a du mal à réguler la glycémie parce qu'il n'y a plus assez de réserves de glycogène. Et bien du coup, l'hypothalamus, en fait, qui va s'occuper du contrôle de la faim, il va envoyer un signal en disant attention, j'ai bientôt plus de glucides là pour réguler mon taux de sucre. Donc il va envoyer un signal au niveau de l'estomac qui va sécréter une hormone qui s'appelle la gréline. Et la gréline, en fait, elle va amener une forme de contraction de l'estomac. D'accord? Et puis, donc ça va nous. C'est là qu'on va dire j'ai faim, je ressens la sensation de faim, j'ai besoin de manger. Et puis, au niveau de la sensation qui nous permet de nous arrêter de manger, là, c'est la sensation de rassasiement, eh ben, elle est aussi fonction de certaines hormones, hein, la leptine, qui est sécrétée par le tissu adipeux. C'est pour ça que des personnes très amaigries qui vont souffrir notamment d'anorexie vont avoir du mal à sécréter de la leptine et vont avoir du mal à sentir la sensation de rassasiement. Elle va dépendre également de la sécrétion d'insuline et elle va dépendre également d'autres hormones qui s'appellent la CCK, le PPY et le GLP-1, qui sont les hormones de la satiété. Et ça, en fait, c'est au cours de la digestion, quand les aliments sont dans l'estomac, puis commencent à être assimilés au niveau de l'intestin grêle, que ces hormones sont sécrétées, qu'elles remontent au niveau du cerveau pour nous faire sentir que ah bah ça y est, je sens que j'ai moins d'appétence pour aller manger. Voilà les glucides dans l'alimentation. Alors, le sucre, une addiction. On entend souvent parler que le sucre peut être considéré, en tout cas amener une addiction. Donc là, je suis allée voir des études qui sont sorties sur le sujet. Il y a effectivement des études sur des rats qui montrent des similitudes entre la surconsommation de sucre et de drogues, telles que la cocaïne, par exemple, dans la stimulation du système de récompense. Il y a des analogies. On observe que les comportements
qui ont été faits en tout cas sur des rats. Il y a des études qui montrent que c'est assez comparable. Dans ma pratique, moi, quand j'accompagne des personnes qui souffrent d'hyperphagie ou d'hyperphagie boulimie, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de crise de sucre, certains me disent de crise de sucre, que de crise de boulimie ou d'hyperphagie sur d'autres aliments. Pas particulièrement plus. Ou en tout cas, il peut y avoir au départ des envies de sucre, mais qui vont pas forcément aboutir à seulement de la prise de sucre. Et puis, il y a également beaucoup de personnes qui vont avoir des crises de boulimie sur des aliments qui ne sont pas forcément que sucrés. Et puis enfin, je rappelle simplement que dans le soin des addictions, on sait que le facteur primordial, c'est le lien, la relation à l'autre. Donc là, petite note pour les soignants qui sont là, la relation à l'autre, le fait de soigner, d'être attentif en consultation à la relation à l'autre et au lien qu'on va tisser avec les personnes qu'on accompagne est très importante dans tout ce qui est accompagnement des personnes souffrant d'addiction. Je suis allée aussi faire un tour sur la biblio autour des effets de la privation du sucre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent sur Internet en ce moment. Alors, quand vous regardez des choses sur Internet autour du sucre notamment, mais plus largement sur l'alimentation, je vous invite à vraiment regarder les sources. Beaucoup de gens s'improvisent, entre guillemets, nutritionnistes. Je vous rappelle que nutritionniste, c'est un adjectif. Ce n'est pas un métier. C'est-à-dire que c'est un adjectif que l'on met normalement derrière deux types de métiers qui sont soit les diététiciens nutritionnistes, donc qui ont une formation en diététique, et soit des médecins nutritionnistes. Maintenant, on voit beaucoup de gens qui, sous prétexte d'avoir lu, des fois fait quelques études ou d'avoir lu quelques pages sur Internet, s'improvisent nutritionnistes. Donc, faites très, très attention à ce que vous pouvez lire parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de choses, malheureusement. Les effets de la privation, donc je suis allée regarder sur des sources fiables les effets de la privation du sucre et ce que ça donne. Donc là, il y a une première étude, effet de la privation du sucre sur le cerveau et le comportement alimentaire. Donc ça, c'est une étude, vous avez toutes les références des études en bas de la page. Euh, Cette étude donc, suggère que la privation de sucre peut induire des comportements similaires à ceux observés dans les addictions, comme des symptômes de sevrage qu'on va retrouver et des comportements compulsifs. Les chercheurs ont démontré que l'interruption d'une consommation excessive de sucre chez des rats, notamment, entraînait des symptômes de sevrage tels que l'anxiété, la nervosité et la recherche compulsive de sucre. Donc, en privant ces animaux de sucre, ils ont montré des signes de dépendance et une hyperréactivité aux récompenses alimentaires ensuite. Donc, on peut imaginer, on comprend par ce type d'étude que si on arrête complètement le sucre, comme certains sites Internet nous le préconisent, bon, ben déjà, ça va poser des soucis en termes d'apport énergétique, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, le sucre est très, très important, en particulier pour le cerveau, puisque c'est une des seules sources d'énergie qu'il peut utiliser. Et en plus, donc, on comprend que ça peut amener des signes d'anxiété, de nervosité, parce qu'au niveau du cerveau, du coup, la régulation se fait beaucoup moins bien. Et puis, la recherche compulsive de sucre, parce que on peut se dire que c'est un peu l'instinct de survie, hein. Le cerveau, il a besoin de sucre, donc il va aller réclamer du sucre ensuite. Une autre étude, le rôle du sucre dans le contrôle de l'appétit et de la privation alimentaire. Donc là, ça montre que quand on arrête le sucre, la privation de sucre entraîne une réponse compensatoire du corps avec une hypersensibilité au goût sucré et une augmentation à la motivation à consommer des aliments sucrés. Moi, je peux avoir des personnes comme ça qui ont souffert de troubles alimentaires et qui me disent derrière avoir vraiment une hypersensibilité au sucre et vraiment un peu des symptômes vraiment de manque quand ils mangent sucré. Donc, il y a vraiment une dysrégulation qui se met et qui prend un peu de temps à revenir à la normale. Les effets psychologiques de la privation de sucre et la gestion de l'anxiété. Donc là, c'est aussi une étude qui est faite donc pour voir l'impact psychologique de la privation de sucre, notamment d'aliments et en partie notamment du sucre. Elle suggère que la restriction alimentaire, et en particulier la privation du sucre, peut induire des symptômes d'anxiété, de stress et de dépression. Donc, on retrouve ça également, et ensuite des compulsions. Et les conséquences physiologiques de la privation totale de sucre
Donc ça, c'est une étude qui met en lumière l'impact de la privation sur les comportements alimentaires, en particulier les restrictions alimentaires, dont le sucre, sur l'alimentation future, sur l'alimentation ensuite, sur les repas suivants. La privation de sucre chez les individus en bonne santé peut entraîner une diminution temporaire de la sensation de satiété et donc, derrière des repas plus copieux, une hyperréactivité aux stimuli alimentaires, donc on est plus sensible aux envies de manger, et une hyperphagie compensatoire qui peuvent amener du coup du binge eating, ensuite des comportements de manger beaucoup et en particulier beaucoup de sucre quand on présente beaucoup d'aliments sucrés. Privation du sucre et de l'équilibre de la flore intestinale. Donc là, c'est une étude qui étudie les conséquences sur la flore intestinale. Donc la prévention de sucre, elle amène des effets négatifs sur la diversité de la flore intestinale. Et sur sa santé également, ce qui veut dire que la flore intestinale qui agit en particulier autour du système immunitaire et sur la prévention des allergies, va être moins compétente. Et puis, ça peut du coup augmenter, influencer l'appétit, les comportements alimentaires et augmenter les envies de sucre. Et puis enfin, une dernière étude, privation du sucre et effets à long terme sur la santé mentale. Donc là, c'est une étude qui va regarder à plus long terme les effets sur la santé mentale de la privation de sucre. Et on retrouve donc une dysrégulation des mécanismes de réduction de régulation de l'appétit, avec un impact psychologique notable. Le stress causé par la restriction des sucres peut altérer l'équilibre hormonal, et notamment le niveau de leptine et de cortisol, et aggraver les symptômes de stress et d'anxiété. C'est ce qu'on retrouve notamment dans les troubles alimentaires comme l'anorexie. Alors, souvent, on me pose la question en consultation en me disant, mais du coup, si le sucre, pourquoi, en tout cas, dans l'agroalimentaire, on utilise autant de sucre? Eh bien, parce que le sucre, il a différents rôles, en fait. Dans les boissons et dans tous les aliments, il y a bien sûr la saveur sucrée, on sait qui est très appréciée en général. Dans les confitures, les sirops, les fruits confits, le sucre il va avoir un rôle sur la conservation parce qu'il va diminuer ce qu'on appelle l'activité de l'eau et ça va empêcher, comme l'eau va être moins disponible, et ben, du coup ça va éviter le développement de micro-organismes, de bactéries ou de levures par exemple. Dans les gâteaux, les biscuits, dans les caramels, ça va jouer sur la coloration. Vous savez, sur les cookies, ça donne cette légère coloration brunâtre appétissante. Dans les glaces, les entremets et les mousses, ça va jouer sur la texture, ça stabilise les mousses et ça favorise l'onctuosité également. Dans les chocolats, les pâtisseries, les confiseries, il va jouer un rôle de structure, donc il joue sur la densité, sur le croustillant et sur le croquant. Ça, on le voit bien au-delà du goût, de la perception du goût, quand vous mangez des chocolats avec des degrés de cacao différents, si vous mangez du chocolat à 50% de cacao, à 55, à 60, 70, 75 ou 80, il y a à la fois le goût, bien sûr, qui change, et puis il y a également la texture du chocolat qui va changer beaucoup. Les brioches, dans le champagne également, il y a du sucre dans certains vins ou dans la bière également, ça va jouer sur la fermentation. Ça contribue à la levée des pâtes des gâteaux et à la prise en mousse dans les champagnes et dans la bière, suivant le taux de sucre qu'il y a. Dans les desserts, ça va servir également de décoration, de saupoudrage, de glaçage, de nappage. Et puis enfin, dans les fruits, dans les sirops et dans les sorbets, ça va être le sucré, un exhausteur de goût. Il renforce l'arôme et la saveur du fruit notamment. Une parenthèse sur les édulcorants, il y en a deux types, il y a ce qu'on appelle les polyols, qui sont aussi appelés édulcorants hypocaloriques, qui sont aussi dans la famille des glucides, qui vont avoir un faible pouvoir sucrant, à 0,5 à une fois celui du sucre, qui apporte moins de calories. C'est ce qu'on appelle le sorbitol, le mannitol, l'isomaltol, le maltilol, le lactylol, le xylitol. C'est des choses que vous pouvez retrouver dans les listes d'ingrédients. Et puis, les édulcorants plus intenses, comme l'aspartame, le sucralose, saccharine,
acésulfame K, voilà, qui ont un pouvoir sucrant très très élevé. Donc là, on met en toute petite quantité pour avoir la même intensité de sucre. Ça, c'est des choses, il y a quelques années, je dirais qu'il y a une trentaine d'années, on les recommandait pas mal en alternative au sucre. Aujourd'hui, beaucoup moins. Notamment parce qu'on sait qu'ils ont un impact très négatif sur le microbiote intestinal en particulier, et puis au fait aussi que c'est ce qu'on peut appeler un peu des faux sucres. Et en fait, comme ça ne va pas induire une réponse à la glycémie, il y a des études qui ont montré que derrière, les envies de sucre vont être quand même importantes. Voilà autour du sucre. Alors, nous souhaitions ce soir vous présenter Florence. Florence qui fait de la cuisine thérapie. C'est-à-dire que comme un petit peu, vous avez peut-être entendu parler de l'art-thérapie notamment, eh bien, la cuisine thérapie, c'est une thérapie autour de la cuisine, autour de la manipulation et de la confection de plats. Et ça peut être très thérapeutique. Et donc, je vais vous présenter Florence Bouchard qui... donc, je vais couper ma présentation, excusez-moi. Hop, voilà. Comme ça, tu vas pouvoir prendre la parole. Tac, arrêtez, voilà. Tu vas pouvoir prendre la parole, Florence, puis nous expliquer un peu quel est ton métier et justement, bah, Oui. comment tu peux allier le sucre justement dans ta thérapie autour du sucre pour se réapproprier peut-être le sucre à sa juste place. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc moi c'est Florence Boutard, donc praticienne en cuisine thérapie. Et pour vous expliquer ce que c'est, effectivement, c'est une pratique d'accompagnement inspirée de l'art-thérapie. Et au lieu d'avoir comme support artistique la danse, la peinture, la sculpture, j'utilise la cuisine et les ingrédients en particulier. Alors, le but n'est pas de réaliser une recette. En fait, ce qu'on va inviter la personne à faire, c'est à choisir des ingrédients. Et avec une consigne, cette personne va utiliser les ingrédients comme une palette de couleurs et faire une création dans un contenant qu'elle aura choisi elle aussi. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, par ce biais, la personne va exprimer des émotions, des ressentis. Ça peut être bien justement dans des parcours d'accompagnement autour des troubles des conduites alimentaires. Alors, en appui d'un suivi médical avec psychologue, nutritionniste, diététicien, de faire prendre conscience à la personne de certains blocages peut-être qu'elle n'a pas identifiés. Ça peut aussi permettre de se réconcilier avec son assiette, avec la nourriture, pourquoi pas avec le sucre. Alors, je ne peux pas dire que je travaille forcément avec le sucre, mais je peux le proposer par différents biais. Ça peut être, bah, comme aujourd'hui, j'ai fait un atelier avec 3 personnes et j'avais mis à disposition des fruits, des légumes, des épices diverses et variées et j'avais mis une petite assiette avec des chamallows. Voilà. Ça peut être des bonbons, ça peut être bah, le sucre dans sa forme, on va dire, originelle, c'est-à-dire sous forme de fruits. Euh, je peux pas dire que je travaille vraiment avec le sucre. En fait, je travaille avec tous les aliments possibles. Et après, les personnes vont vraiment spontanément se diriger vers un aliment ou un autre. Qui va être un peu l'objet central de leur création. Et puis après, composer avec tout le reste une création sur laquelle on va venir ensuite avoir un temps d'échange verbal qui est très important, puisque c'est là que, en fait, ce qui m'intéresse dans cette pratique, c'est pas pourquoi les personnes ont fait ça, c'est comment elles se sont senties lors du processus créatif, ce qu'elles ont envie de raconter sur cette création et comment elles se sentent devant le produit fini. Et c'est très intéressant parce il y a plein de choses qui émergent. Par exemple, une personne peut se mettre en action et dire oh, de toute façon, je suis nulle, je ne vais pas y arriver. Et c'est rebondir sur toutes ces petites phrases qui vont être dites. Il y a beaucoup de symbolisation aussi. Donc, par contre, si la personne n'en a pas conscience, ce n'est pas à moi de lui dire bah, tiens, on dirait que vous avez réalisé, je ne sais pas, un bonhomme ou un bateau ou une voiture. Enfin, c'est vraiment la personne qui doit prendre conscience de ce qu'elle a créé. Alors, je peux un peu l'aider quand il y a des choses vraiment qui me sautent aux yeux, mais voilà. Donc, le but est de détricoter petit à petit ce que la personne a exprimé dans son assiette. Et c'est vrai que c'est un outil vraiment très intéressant sur ce plan-là. Voilà. Et tu le fais plutôt sous forme d'atelier à plusieurs ou en individuel?
Alors, aussi bien en individuel qu'en groupe. Mhm. Alors, ce qui est intéressant en groupe, c'est qu'il peut y avoir des résonances entre chaque participant. Il y a une sorte d'émulation aussi. Peut-être que certaines personnes en tête à tête auraient peut-être pas été à l'aise de dire des choses, mais le fait que la voisine confie quelque chose va la mettre à l'aise et elle va être plus propice, enfin, ce sera plus propice pour elle de se confier sur certaines problématiques. Ça peut être un outil aussi de travail de confiance en soi, d'estime de soi. Ça peut être des choses assez légères. Ça peut être aussi retrouver le goût de s'amuser entre parents et enfants, de retrouver un temps, voilà, de convivialité, de partage. Euh, on peut travailler sur énormément de choses. On peut aussi travailler en cohésion d'équipe en entreprise. Voilà. Donc, ça peut être très intéressant aussi de, par exemple, créer un repas, donc allier la convivialité, la collaboration pour arriver, in fine, à partager un repas qui aurait été conçu tous ensemble et puis observer qui prend le lead, qui suit, comment s'organisent voilà, les groupes. Donc, il y a énormément de champs d'exploration. Voilà. Oui, cuisine thérapie, moi ça fait à peu près 4 5 ans que j'en entends parler, ça se développe pas mal. Donc, toi, tu es installé aux alentours de Alors, moi, je suis à Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Oui, j'ai Voilà. oublié de vous préciser. Donc, je suis à environ une heure Bourg-en-Bresse, de c'est à Lyon. 1 heure de Lyon. Après, Voilà. regardez autour de vous pour celles qui sont un peu loin. Tout à l'heure, Sylvie nous disait qu'elle venait de Charente-Maritime. Voilà, Ouais, qu'il y a des gens du Sud et qu'il y a des gens. Regardez, ouais, parce qu'il y a plus en plus, moi j'ai des collègues diététiciennes aussi qui se sont formées à la cuisine thérapie. ouais. Et ça peut être vraiment une approche aussi très intéressante Mm, et notamment autour, tu disais, autour de la famille pour remettre mm. justement le sens de la création ensemble et décrocher un peu de l'unique, parfois de la perception de l'alimentation uniquement par rapport à l'apport calorique que ça peut apporter, que ça peut Voilà. être, etc. D'ailleurs, j'ai accompagné, alors j'étais encore en formation, j'ai fait une formation d'un an et j'ai accompagné trois jeunes filles qui souffraient d'anorexie et ça a été très intéressant de les entendre me dire, ça m'a soulagée de savoir que j'étais pas obligée de manger. Pour autant, il y en a une qui a quand même dégusté en partie sa création. Elle avait choisi des aliments qui, pour elle, voilà, n'allaient pas lui poser problème, mais ça a été très très riche parce que vraiment, elles ont pris conscience de certains blocages. Ça peut aussi aider une personne à prendre conscience qu'elle a un problème avec son alimentation, parce que c'est pas toujours décelé comme ça. Ça peut survenir. Je l'ai vu avec une jeune fille que j'ai accompagnée qui a choisi par exemple un poireau et quand je lui ai dit ben pourquoi tu as choisi cet ingrédient et elle m'a dit bah, parce qu'il est long, il est fin. Et petit à petit, elle est arrivée à me dire que, bah, effectivement, elle avait peur de prendre du poids. Elle faisait attention à ce qu'elle mangeait. Le soir, elle comptabilisait tout ce qu'elle avait mangé. Et après, je l'ai invitée quand même à essayer de se rapprocher d'un psychologue pour en parler parce que pour moi, il y avait urgence. Et voilà, donc ça peut aussi être une façon de détecter certains troubles. Voilà. Merci pour ta présentation, Florence. Merci, avec plaisir. Ah, je voulais préciser une chose. Alors, effectivement, vous pouvez trouver des personnes dans votre région. On est à peu près 200 praticiennes, voilà, en France. Je crois qu'il y en a un petit peu en Suisse aussi, au Canada. Et on peut aussi pratiquer. Moi, je l'ai fait, je l'ai testé, ça marche. On peut aussi le faire en visio. Alors, j'avoue que je préfère, moi, avoir quelqu'un en face de moi, mais en admettant que vous ayez envie de faire un atelier avec moi, je peux le proposer en visio. Voilà. Mais sinon, effectivement, je vous invite à regarder autour de chez vous. Ça fait à peu près 10 ans que la méthode existe, donc on commence à se répartir un petit peu dans la France entière. Voilà. Merci, Florence. Merci. On arrive au temps des questions-réponses, si vous en avez. Romu. Ouais. Alors déjà, merci parce que là encore, ça m'a permis d'avoir des infos sur le sucre comme tu en avais donné sur le Le gras gras. à l'époque. Donc, c'était chouette. Ce qui fait que j'avais un tout petit sachet de dragées qu'on m'a offert hier. Donc, je les ai mangés avec grand plaisir puisque je me suis dit, tiens, j'ai pas eu le droit à mes 50 grammes de sucre ajouté. Donc, c'était chouette. En plus, il y en avait qui étaient aux amandes et tout au chocolat, donc c'était encore plus chouette. J'avais On peut juste une... les déguster alors. Parfait. J'étais aussi des malins.
j'ai juste une question concernant les glucides, donc tu as donné les taux, euh, mais c'est les glucides secs ou cuits? Parce que souvent on me pose la question, moi, et je sais jamais. Alors, quand on dit, tu sais, les quantités de glucides 200, par exemple, 200 à 350 grammes, on parle de glucides contenus dans l'aliment. Or, si tu me prends, par exemple, les pâtes, il n'y a pas 100% de glucides dans les pâtes non plus. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer, là, je vous ai fait des calculs, mais c'est des calculs qu'on fait nous en tant que diète, rentrez pas dans des calculs comme ça. C'était plutôt l'idée de vous dire, vous voyez, vous pouvez vous faire un repas McDo et puis un menu breton. J'ai pensé à toi, Romu. Parce que Romu, il est du Sud, mais il est originaire de Bretagne, donc il aime bien y aller. Voilà, et être OK, quoi. C'était plutôt par rapport à ça. Euh, Nous, les diètes dans notre formation, oui, on fait ces calculs-là, etc. Voilà, enfin, après, on les fait dans la formation, hein. Moi, je les fais jamais ou extrêmement rarement en consultation, mais disons qu'en tout cas, ça permet de montrer ça. Et puis, ce que je rappelais tout à l'heure, c'est que euh, les apports en glucides, ça, c'est des quantités, vous voyez, un peu théoriques moyennes, mais ça va extrêmement dépendre. Moi, je le sens bien, si vous voulez, la différence, si j'ai une journée un peu tranquille où je fais un peu de compta, un peu de préparation de formation, mais sur un mode un peu tranquillou. Bon, bah, je sens bien que mon appétit et mes sensations de faim et mes envies, elles vont être complètement différentes que si je fais 11 heures de consultation dans la journée qui me demandent énormément de concentration, ou si je fais une rando vélo l'été où je transpire beaucoup et où je vais faire un petit peu de dénivelé, quoi. Et c'est surtout ça, en fait. Donc, les calculs théorie, vraiment, l'idée, c'est pas que vous reteniez les chiffres et vous vous disiez, ah, faut pas que je dépasse 200 ou 350 grammes de glucides et puis c'est sec ou c'est creux. Mais c'était vous montrer qu'il y a de quoi manger, en tout cas, pour être dans les clous. D'accord? Et qu'après, justement, l'idée, c'est vraiment progressivement de renouer, quand moi j'accompagne des patients, notamment qui souffrent de troubles alimentaires et qui se posent beaucoup de questions par rapport à ça, c'est de rassurer en disant, regardez, il faut quand même une grande quantité de glucides, c'est un peu ce que j'avais montré avec les lipides aussi, que pour arriver au taux théorique nécessaire, vous voyez qu'il en faut quand même des quantités, donc on peut y aller. Et puis après, quand ça va mieux et qu'on est moins dénutri, ou qu'on régule justement avec des apports réguliers, ça va limiter déjà les crises de boulimie, je dirais, liées aux carences, remettre de la régularité et après, progressivement, on va retravailler, redécouvrir la sensation de faim, la sensation de rassasiement, et on va pouvoir ensuite apprendre à gérer en fonction de ça et amener la souplesse. Oui, merci. Parce que Voilà. dit comme ça, hein, présenté comme ça, c'est comme tu l'avais fait avec le gras, ça réconcilie sacrément. Chouette. Et merci Florence pour la cuisine thérapie que je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Effectivement, dans la dynamique du lien, faire en famille et autres, ça peut être très sympa. Merci. Merci. Il y a Ah, pardon, Florence je vois qu'il y a... Evrard qui a une question. Oui, alors Ouais. moi je sais pas ce que j'ai fait, mais je me vois plus. Je sais pas si vous me voyez, mais moi je me vois plus. Bon, c'est pas grave. Nous te Moi j'ai une voyons, nous te petite. voyons. Vous me voyez, bah c'est très bien. Moi donc dans mon parcours, donc je me suis bien rendu compte que le matin, quand je mangeais moins sucré, j'avais pas de crise à 10 heures. Voilà, donc Oui. j'essaye de. Je me lève tôt le matin pour aller au travail, donc souvent je déjeune vers 6 heures et je mange vers midi et demi, 13 heures. Mhm. Voilà. Donc j'essaye thé sans sucre, pain, alors pas forcément toujours du pain complet, enfin j'essaye pain un peu pain noir, enfin pas forcément du pain blanc, avec style vache qui rit, tartiner dessus, enfin voilà, j'évite voilà. Et je me posais la question de rajouter ou pas un fruit. Est-ce que finalement ça va me déclencher une hypoglycémie plutôt en rajoutant le fruit ou pas dans la matinée? Alors, je dirais, dans le fruit, il y a effectivement des sucres. On a vu tout à l'heure des fruits, du fructose notamment, qui est Ouais.
un sucre pas très très long, donc qui va être digéré assez rapidement. En même temps, pareil, il y a pas mal de fibres, notamment si c'est un fruit où tu vas manger la peau avec, comme une pomme par exemple, Mm. tu vois, ou une poire où tu peux manger la peau si la peau Mm. est un peu sympa. Bon, une orange, tu vas pas manger la peau, hein, mais Non, voilà. Et ça va amener pas mal de fibres aussi qui vont ralentir la digestion. Donc, d'accord. expérimente, regarde. C'est quand même intéressant de mettre un fruit le matin sur le point de vue nutritionnel, dans le fait où ça va baisser l'acidité de l'organisme. D'accord. Les fruits et légumes ont tendance à baisser l'acidité et le matin, on se réveille, notre taux d'acidité est un petit peu haut, donc de mettre un fruit Mm. peut aider un petit peu à baisser l'acidité. C'est en ça que ça peut être sympa. Après, à Ah, voir justement comment ton corps réagit et ce que ça amène. mm. D'accord? Après, enfin moi, c'est un gros problème le sucre depuis très longtemps. Mhm. Et donc le matin, ça va à peu près. Maintenant, j'arrive à peu près à gérer. Donc déjeuner sans sucre. Après un repas, même si je fais un repas complet, comme tu as pu annoncer, avec une crudité, enfin une viande, un peu de féculents et que je finis par un fruit, et ben en fait, même si je finis par un fruit, j'ai toujours envie de sucre après, quoi. Ouais. J'arrive pas à me... Des fois, je me dis, retiens-toi, enfin, n'y va pas, ne va pas au chocolat. Et en fait, je n'y arrive pas. Et au fur et à mesure de la journée, Ouais, en plus, ouais. ça augmente. Et quand je reviens du boulot, alors là, c'est la catastrophe. Voilà. Ça, Donc, alors ça, tu vois, moi, de mon expérience que je réalise en consultation, c'est qu'il y a des gens qui vont vraiment avoir une sensibilité très exacerbée par rapport à ça. Et en général, ça dépend du parcours, tu vois. C'est là où c'est intéressant de voir un petit peu, bah, un peu ton parcours alimentaire, si je puis dire, d'accord. et de regarder. Parce que, il y a certaines personnes qui vont avoir du vécu vis-à-vis de l'alimentation qui vont amener vraiment une sensibilité très, Mm. très importante à ce niveau-là et d'autres pas. Donc, je pense qu'on n'est pas tous la même sensibilité. Tu sais, comme il a été prouvé dans les addictions, qu'il y a certaines personnes qui vont, entre guillemets, devenir un peu dépendantes, beaucoup plus, en tout cas, qui vont avoir des prédispositions par rapport à d'autres. Et je pense qu'on a un petit peu ça aussi par rapport à la sensibilité du sucre, pas seulement par rapport à ce que ça peut faire au niveau du cerveau, sur le système de récompense et autres, mais également par rapport à la vitesse de digestion et par rapport à tout ça, aux quantités d'enzymes qu'on va sécréter Mm. pour la digestion, etc. Et Et ça, quel notamment par type? rapport au microbiote aussi, là on est encore sur les prémices des découvertes sur Mm. le microbiote, mais je pense que on va en savoir de plus en plus par rapport à ça et que selon les microbiotes, il y a déjà des études un peu qui sont sorties et que selon Mm. le type de microbiote qu'on a, on n'a pas la même, tu vois, cette même sensibilité. Et par rapport à ça, ce que tu dis, enfin, plutôt se tourner vers quel type de professionnel? Parce que Ça, c'est... c'est travailler plutôt avec des diététiciens qui vont, Ouais, du coup, avec une sensibilité autour du comportement, parce que aussi, de travailler aussi le comportement, la manière de manger, au-delà de la qualité de ce que tu manges, de si tu d'accord. mets du sucre, pas du sucre, beaucoup de sucre, pas du sucre, pas beaucoup de sucre en amont, en aval des repas, etc. De travailler aussi sur la manière de le manger, euh, Mhm. la manière de le mastiquer, la manière de le savourer, ça va jouer énormément. Merci. D'autres questions? Oui, si je prends la place de personne. Alors j'ai deux questions en une. Je vais rebondir tout de suite sur l'histoire des fruits. C'est un peu le casse-tête. À quel moment il vaut mieux manger un fruit? Est-ce que c'est en dehors des repas, comme j'ai pu l'entendre à une époque, ou au contraire à la fin d'un repas pour que ça lisse la glycémie? Et deuxième question, quel sucre privilégier entre fleur de coco, rapadura, sirop d'agave, voilà. Alors, par Comment t'y rapport au retrouves? sucre, plutôt en dehors des repas ou plutôt au milieu des repas, c'est vrai qu'on entend un peu tout. On entend même le sucre au début du repas et Mm. pas à la fin du repas. Alors, en dehors des repas ou au moment des repas, par rapport justement à la régulation de la glycémie, il est plutôt intéressant d'éviter de consommer des aliments sucrés seuls en dehors des repas, y compris les fruits, parce que même s'il y a un peu de fibres, il y a quand même pas mal de sucre. Donc, c'est quand même plus intéressant. Moi, je dis souvent, si des personnes aiment mettre un fruit, par exemple, à la collation, je leur dis, mieux vaut pas mettre le fruit seul, le mettre avec un bout de pain ou le mettre avec quelques amandes, par exemple, pour Mhm. amener un petit peu de lipides, ou le mettre avec un produit laitier où on va avoir un peu de lipides, un peu de protéines, pour arriver à réguler ça. Euh, voilà. Après,
c'est aussi une question de répartition et c'est là où on voit en fonction de l'habitude des gens, en fonction du goût des gens. Moi, je sais que mettre le fruit au début du repas, si éventuellement une petite pomme coupée dans une salade d'endive, c'est sympa, mais Mm. sinon, j'ai pas vraiment de plaisir à manger ma pomme au début du repas. Donc, on le regarde vraiment, nous, enfin, les diététiciens, vraiment en fonction aussi des habitudes des gens, au-delà de l'idéal, c'est ça, mais de regarder dans ce sens-là. Euh, et de la même manière, si on aime les fruits, mais qu'on est rassasié à la fin du plat, bah, c'est peut-être pas nécessaire de mettre le fruit ou des fois de mettre juste un petit quartier, par exemple, pour avoir ce petit goût sucré Mm. satisfaisant. Voilà. Donc, on va vraiment le travailler et l'adapter en fonction de la personne et apprendre la personne, accompagner la personne un peu à s'écouter aussi et à voir, Mm. bon, pour vous, déjà par rapport à votre goût, c'est quoi qui vous correspond? Et puis, je dirais ensuite par rapport aux symptômes, tu vois, comme là, Florence pose la question, disant le fruit au petit déjeuner, bah oui, ça peut avoir un intérêt nutritionnel. Maintenant, à vérifier que ça donne pas effectivement une sensation de faim un peu trop tôt qui serait inconfortable pour elle. Mm. Donc on va le voir vraiment en fonction des cas. Nous, de toute façon, notre métier, c'est vraiment d'ajuster. On a toute la théorie et après, on ajuste vraiment en fonction de la personne qu'on accompagne. Après, en fonction des différents types de sucre, l'idée, c'est que moins les sucres vont être raffinés, ce qu'on appelle raffinés, plus ils vont être euh, ils vont avoir d'autres éléments nutritionnels qui peuvent être intéressants. Par exemple, ce qu'on appelle le sucre rapadura, c'est plutôt un sucre relativement complet, c'est-à-dire qui est très très peu raffiné, où il va y avoir encore beaucoup d'éléments nutritifs intéressants, et aussi qui va être digéré un petit peu plus lentement par rapport à du sucre blanc. Voilà. Tu parlais de sucre coco, sucre de canne à sucre. À partir du moment, par exemple, souvent c'est dans les magasins bio qu'on trouve ça et c'est des sucres complets. Je ne sais pas s'il y a un grand intérêt particulièrement nutritionnel par rapport à ça. Bon. Après, c'est aussi au niveau de la saveur où ça va quand même changer. Un sucre Mm. de coco, ça n'a pas tout à fait la même saveur qu'un sucre en rapadura ou qu'un sucre complet de canne à sucre. Mm. D'accord. Et puis moi, c'est pareil, en dehors de ça, tu vois, par exemple, une année, j'avais essayé de faire la confiture au sucre complet. Bah, j'ai essayé une année, hein, j'ai pas Mm. fait longtemps, hein, parce que la confiture, elle n'avait pas le goût de fraise, hein. Mm. Et pourtant, j'en mets pas beaucoup, parce que c'est un goût aussi particulier qui modifie la saveur du Mm. fruit. On regarde Et ça. en pâtisserie, effectivement, ça peut faire complètement, comme c'est quand même de la chimie, ça fait complètement rater une recette Ouais, et ça prend le dessus sur toutes les autres saveurs. Donc c'est vrai qu'on peut pas, c'est voilà. ça. C'est ça. Donc, Ouais, il y a aussi ça de regarder aussi l'association et ce que ça peut donner. ouais. Je crois qu'il y a Solange qui voulait poser une question. Il me semble que je t'ai vu lever la main. Ouais, Tout à fait. Bonsoir à tout le monde. bonsoir. C'est une question qui me traverse l'esprit parce que moi, aussi des gros soucis avec le sucre. Il m'appelle sans arrêt. Et j'ai du mal à me détourner de lui. Voilà, je l'aime et voilà. Bon. Euh, les derniers temps, ça me posait vraiment problème. Et puis, je viens de faire une expérience un peu bizarre. Euh, J'étais au salon Zen et Bio. Et je voulais acheter du silicium organique parce que mon frère m'avait dit que ça lui faisait beaucoup de bien. Donc j'ai acheté du silicium organique et ça fait un peu plus de 3 semaines que je bois mon petit capuchon de silicium organique. Et j'ai vraiment noté une diminution très importante de l'appétit et une diminution mais à 60-70% de mes envies de sucre. D'accord. Alors, je ne dis pas que c'est la panacée universelle, je ne dis pas que ça marche sur quelqu'un d'autre, je ne dis rien de tout ça. Ma question de fond, c'est ça. Est-ce que ces appétences exagérées pour le sucre, est-ce que ça peut pas aussi être, tu parlais du microbiote, est-ce que ça peut pas être aussi un indicateur d'une, d'un manque de quelque chose d'autre? Enfin, est-ce que le corps ou le psychique cherche à compenser par le sucre quelque chose qui serait moi, je sais pas du tout ce que le silicium organique m'apporte, hein. Je peux pas le dire, je suis pas, je suis pas dans ton,
j'ai pas tes Ouais, en compétences, même temps, tes tu vois, même, connaissances. enfin, moi, j'ai des formations en micronutrition, Oui, etc. c'est ça. Mais c'est pas forcément, enfin, je peux pas répondre à ta question, en fait. Alors, il est possible, on sait qu'il y a certains minéraux qui interviennent dans les Oui, chaînes d'utilisation et certaines vitamines qui interviennent dans les chaînes d'utilisation, notamment des glucides, des nutriments, des lipides, des protéines aussi. Voilà. Après, est-ce que effectivement cette petite dose de silicium, c'est suffisant pour rééquilibrer? Je peux pas répondre à ta question. Il faudrait que je creuse éventuellement et je pense que il y a vraiment ma aussi question était probablement plus une large, suffisance. hein. Ma question était plus large. Moi, comme j'ai fait un bypass, donc je prends des vitamines tous les matins, je suis supplémentée pour d'autres choses à cause de l'ostéoporose ou Ouais, d'autres. bien sûr, ouais. Je m'attendais pas du tout à cet effet-là. Ouais. Là, Mais en tout je cas, c'est ce que. constate. Et puis, c'est regarder aussi dans la durée, parce que des fois, tu sais, il y a Oui, certaines prises, en tout cas, où tu vas avoir un effet plutôt très favorable pendant un temps, et puis après, qui peut aussi se. oui. Mais de façon plus Avec générale, le je temps. me suis posé la question, du coup, est-ce que parce que bon, moi, c'est une lutte permanente, comme Florence l'a dit, hein, je veux dire, c'est voilà. Mais il y a des moments où ça se calme, je veux dire, que ce soit les crises de chocolat ou autres. Oui, Moi, et pas forcément quand tu avais déjà remarqué, sans forcément prendre du silicium, qu'il y a des périodes où ça se calmait par rapport oui, à. oui, oui. Oui, bien sûr. Tandis que là, c'est vraiment, même pour moi, Tu as observé qu'avec ça, ça amenait ça. ah oui, non, mais ça a rien à voir. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi est-ce que mon organisme réagit comme ça? Je connais pas assez, je peux pas répondre à ta question. Désolée. Non, non, mais Solange, tu nous diras dans le temps si ça tient ou pas. C'est ça. oui, oui, j'ai acheté 3 bouteilles. Là, je suis en train de finir la première, Tu mais je nous- vais aller au bout des trois et si j'ai mon on frère. fait partie du même réseau avec Solange, donc Et voilà, ben voilà, vous on peut pourrez échanger. communiquer. Vous Ouais, ouais, pourrez parce échanger. que Tu avais une question, Florent. Je suis désolée, je passe la parole parce Oui, que je oui, vois mais qu'il est je déjà moins préfère s'il 10 y en et a qu'il d'autres, faudrait parce que qu'on j'ai déjà finisse. pas mal monopolisé la parole, donc s'il y en a d'autres qui veulent poser des questions, allez-y. Non, il n'y a personne? En fait, là, j'ai vu sur, enfin, non, je n'ai pas Canal+, mais il y a, enfin, une journaliste qui a parlé, enfin, qui intervient dans une émission sur les addictions, notamment sucre, alcool, jeux, etc. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler sur Canal+. Et je voulais savoir si vous l'aviez vu ou pas, parce que moi, j'ai pas Canal+, donc je voulais savoir si ça valait le coup. Valait le coup pour essayer de regarder cette émission ou pas. Non, ça vous J'ai parle pas du tout. regardé, j'ai pas fait Canal Plus non plus. D'accord, ok. C'est Voilà. tout. Désolée. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pardon, moi je voulais juste dire que j'ai réalisé que dans 100 grammes de pâtes, il n'y a pas 100 grammes de glucides. C'est ça, c'est ça. Ça y est. Sophie, je crois que tu avais une question. Ouais, tu remets le micro. Attends, voilà, je le fais apparaître. Attends, Oui. voilà. Ah, Non, alors attends, je remets. j'étais bien oui, Ça y est, c'est tout Est-ce bon. que c'est bon? Ouais. Voilà, super. J'avais deux petites questions. La Ouais. première, c'est au petit déjeuner, du coup, si on remplace le miel par de la confiture, la confiture, pardon, par du miel, est-ce que ça fait exactement le même effet ou pas? Il y a pas mal de sucre également dans le miel. Euh, Mhm. à voir, toi, fais l'expérience, toi, de regarder ce que ça donne. Et ça va, surtout, ça va donner des fois les quantités de miel ou les quantités de sucre ou les quantités de confiture qu'on met sur les tartines vont être différentes. D'accord. Donc, fais ton expérience aussi. Faut Et faire puis, quel par plaisir. l'expérience. Je dirais que si tu préfères 2 fois plus le miel par rapport à la confiture, bah, mets du miel. Il y a ça aussi. Enfin, je crois pas oublier au-delà des vaut mieux mettre ceci, cela. Regardez aussi qu'est-ce que vous aimez, quoi. Moi, il y a des matins, je préfère mettre du miel sur mes tartines. Il y a des matins, j'ai plutôt envie de confiture. Voilà, j'aime bien. Mais je comprends mieux maintenant pourquoi quand je mets un peu de beurre dessous, et ben ça me tient plus longtemps. Et Ah j'avais pas compris pourquoi, alors j'avais l'impression d'être hyper gourmande en mettant mon beurre dessous. c'est ça, moi, j'ai souvent des patients qui me disent ah, c'est beurre ou confiture? Ah, mais c'est pas les deux. Ben, je dis il vaut mieux les deux, en fait.
Donc ça, déjà, c'est génial, merci. Avec la confiture, vaut mieux le beurre. Et tu avais une autre question? Et j'ai une deuxième question, c'est qu'en fait, alors moi, je peux me passer du sucre à la fin d'un repas parce que je me suis rendu compte que je me forçais pour les gâteaux parce que j'aimais pas ça. Quand on me propose un gâteau, j'ai mis 50 ans à le comprendre. Bon, j'ai enfin compris, c'est bien. Donc, je ne suis pas obligée de manger un fruit à la fin du repas, un truc comme ça, parce que ça me gêne pas de finir sur un goût salé. En revanche, je ne m'explique pas pourquoi. Si je fais une sieste, et j'adore faire la sieste le week-end, même une sieste de très peu de temps, on va dire une demi-heure, je me réveille de ma sieste, il faut que je mange du sucre. J'ai besoin de manger du chocolat, j'ai besoin, alors que j'en ai absolument pas le besoin à aucun autre moment de la journée. Et même le matin, après une bonne nuit de sommeil. Et même le matin, après une bonne nuit de sommeil. Le matin, je peux manger des amandes, je peux même manger du fromage, je peux manger un cake salé, ça m'est complètement égal. Mais alors, au réveil de la sieste, c'est vraiment, c'est terrible, quoi. Et pour autant, est-ce qu'il y a besoin d'une grande quantité pour satisfaire cette envie? Alors, pas du tout. Il n'y a pas besoin d'une grande quantité, mais il y a besoin de manger un truc sucré. Comme si c'était un petit peu ton corps, il avait besoin un peu d'énergie pour redémarrer, ton cerveau qui a un petit peu besoin d'énergie pour redémarrer. Bah oui, mais c'est vrai que je ne m'expliquais pas d'avoir ce besoin-là à ce moment-là. Et c'est pas un fruit, hein. Il faut un truc. Et il va falloir un bonbon, il va falloir un chocolat, il va falloir un truc. Et tu vois, c'est là où c'est important d'adapter justement notre accompagnement en fonction de ça. Parce que si tu vois, tu tombes sur quelqu'un qui dit, ah, mais c'est pas bon le sucre en dehors des repas, etc. Et là, tu es en plein milieu de l'après-midi, tu es en dehors des repas. Bah, du coup, toi, tu vas pas forcément répondre à ce besoin-là. Tu vas peut-être te sentir un peu frustré. Tu vas lutter contre. Et finalement, bah, l'envie de sucrer que tu n'auras pas comblé à ce moment-là, tu vas l'avoir à un autre moment. Donc moi, je suis plutôt à conseiller, mais on en a peut-être déjà discuté toutes les deux, c'est bah, tu vois, de prendre justement ce qui te fait, pour répondre à ton envie à ce moment-là, et en même temps de la déguster pour te rendre compte que peut-être un ou deux carrés de chocolat, c'est suffisant, ou justement une petite cuillère de confiture, ça va être suffisant sur un petit bout de pain, finalement pour satisfaire cette envie et apprécier combien, waouh, ça te fait du bien de déguster ce truc-là. Alors ouais, tu vas Et manger. là, par rapport à ce que tu as expliqué tout à l'heure, du coup, c'est plus une envie personnelle qu'une chute de la glycémie ou un machin comme ça, quoi. Ça Je se vois pas raccorde pourquoi, pas à un déjà, truc. je vois pas pourquoi, alors que tu te reposes même une demi-heure le week-end, alors qu'en semaine tu le fais pas, et pourquoi tu aurais une hypoglycémie à ce moment-là? Ou alors faudrait analyser, peut-être que, que ton alimentation est bien différente sur les week-ends que sur la semaine, quoi. Hein. Faudrait éventuellement creuser, voir s'il y a une explication, en tout cas, Je pense pas qu'il y ait d'explication. Je fais pas forcément des choses vraiment différentes. Donc, c'est plus une envie à ce moment-là. l'envie, et D'accord. finalement qui est assez satisfaite, et puis après tu te sens bien. Donc on travaille là. Ok. Merci. Pas de quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Angélique, un petit commentaire à faire? Ah, tu viens de couper ton micro, il était allumé, mais tu as coupé en fait. Pardon. Ouais, il me faut du sucre. Il me faut du sucre. C'est la fin de Voilà. journée. Déjà, t'es désagréable, t'as pas arrêté de parler de gâteau et de sucre, donc j'avais faim, donc j'avais envie. Donc Euh, maintenant, en plus qu'avoir faim, tu as voilà, faim et en plus tu as envie. Bah voilà. envie, voilà. Et alors déjà, de plusieurs choses. Grand merci déjà à toutes les deux et à toi spécifiquement, parce que tu sais à quel point je trouve ça insupportable cette chasse au sucre. Je rappellerai que c'est le premier carburant du cerveau et que notamment quand on veut faire une psychothérapie, un travail aux gens sans sucre, on ne s'en sort pas. Et j'ai une petite hypothèse par rapport à ce que Sophie disait, parce que ça me fait la même chose, hein, c'est, je pense aussi que quand on a dormi, étant donné que la sérotonine se dégrade en mélatonine et qu'on s'endort, après pour reproduire de la sérotonine quand on est limite, eh ben, on prend peut-être un petit coup de sucre. Le sucre permet de reproduire la sérotonine qui remonte finalement la bonne humeur et puis ensuite voilà nous restaure. Donc je crois qu'il peut y avoir aussi un appel corporel qui fait sens. Voilà. Et en tout cas, de rappeler, c'est le corps en général, il sait bien. Voilà. Donc, à un moment, d'accord, c'est la dose hein, qui fait le poison, mais le sucre est excessivement important et moi, je n'en peux plus. Et c'était génial ce que tu as dit, Cécile, et en plus, pour les incrédules, tu as ramené des études. C'est que à vouloir carencer les gens en sucre, bah derrière, c'est tout l'effet inverse qu'on obtient.
Voilà. Et moi, la notion d'addiction au sucre, tu sais ce que j'en pense, c'est que même, mais on peut, à la limite, pour n'importe quel aliment, on pourrait faire une étude qui montre qu'on active le cerveau de récompense. Bien Bon, sûr. ben, on est scientifique à la base, on sait qu'on peut faire Moi, c'est tout. le fromage qui On active veut. Voilà, le si tu circuit de vois. récompense. C'est ma euh, Madeleine de Proust, le voilà, fromage. par rapport à un âne, c'est la carotte qui Ah, active. voilà. Du coup, si je le dis comme ça. Et c'est plutôt de dire que non, c'est exactement ce que tu dis. On est plusieurs à appeler ça, au lieu d'appeler ça le circuit de récompense, le circuit de compensation. Parce que comme on a créé une carence, et ben derrière, on crée une espèce de forme de surappétence. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Du coup, j'ai hâte de préparer les bûches de Noël. Voilà. Surtout que je crois qu'il y a quelque chose qui est très intéressant. Il y a beaucoup de pâtissiers aujourd'hui et de gens qui cuisinent avec moindre sucre ou des différents sucres, mais pas les saccharoses, les machins et tout, hein, des vrais Juste sucres. les doses pour faire justement ressortir le goût des Voilà. aliments, comme on disait, Et du de coup, servir la dose qui va faire l'exhausteur de goût et pas non plus que voilà. avoir que le goût du sucre en bouche. Voilà. Et du coup, ça donne quelque chose où on retrouve cette curiosité. Et il y a besoin de moins, mais c'est tout aussi agréable. Et je voulais vous partager une petite chose, parce que c'est fête de Noël. Il y a un restaurant à Sainte-Maxime où ils font une chose extraordinaire. Ils font de la purée à la vanille. Le chef, il fait ça. C'est magique. Et moi, je pensais que mélanger de la vanille sucrée avec de la purée, donc je me suis dit, en plus, il n'y a pas que le dessert, parce qu'à la question, quand est-ce qu'on mange au début, eh ben, ce mélange sucré-salé, il est aussi voilà, d'une grande délicatesse, et du coup, on se pose moins la question de savoir où est-ce qu'on doit le manger. Voilà, j'ai fini. Alors, avant de clôturer, je Moi, j'ai juste un petit truc. Je voulais Ouais. vraiment vous remercier parce qu'en fait, vos conférences, je peux pas toujours y participer, mais elles sont vraiment hyper intéressantes et merci de partager vos connaissances. Franchement, ça fait du bien. Merci beaucoup, merci beaucoup, Ouais. Et ça, c'est un petit bout de sucre hein, pour nous aussi. Oui, ben, ça fait du bien. merci Oui, beaucoup. moi aussi, Cécile, hein, je voulais remercier parce que vraiment, top la conférence. Il y a plein de choses que j'ai encore apprises. Voilà, donc c'est super. Et ça dédramatise un petit peu et ça fait du bien aussi de se dire, bon, il y avait eu le gras, hein, le gras, c'est la vie. Mais là, franchement, c'est top, quoi. Merci, au moins pour ça. Avant les fêtes de Noël, ça fait du bien. Merci, Christiane. J'ai une idée, Cécile. Tu vois, il faut pas me lancer, moi, hein, parce que je t'écoutais, quoi. Mais je pense l'année prochaine, on pourrait faire une conférence aussi en expliquant à quel point, si on ne mange que de la salade verte, tu vois, un excès de légumes et de fruits, les incidences péjoratives que ça peut avoir, puisque dans les croyances, c'est tout l'inverse. On pense qu'en mangeant que des légumes, et en vous écoutant, là, il y a aussi cette idée qui m'est venue, tu vois, qu'on prenne la chose sur le contre-pied. Ah, ça, et je pense que je pourrais faire intervenir pas mal de personnes, voilà, parce que j'accompagne pas mal de gens qui me disent, quand mes copines elles me demandent qu'est-ce que j'ai changé dans mon alimentation et que je leur ai dit que je mange plus que de la salade et que je fais autre chose, elles sont toutes étonnées et sur les bienfaits que ça fait et parfois sur la perte de poids aussi. Oui, oui, oui. Donc, je pense que ça serait sympa de le prendre dans ce sens-là. Alors, avant de clôturer, je repartage mon écran. Tac, est-ce qu'il veut bien? Oui. Vous, du coup, vous montrez que voilà, vous voyez, vous parlez des formations donc on vous propose des conférences, on propose également des formations à la communication empathique et efficace grâce à la PNL, la pratique neurolinguistique. Il y a 2 jours de découverte à Lyon les 4 et 5 avril 2025 pour ceux que ça peut intéresser. Et pour les personnes qui souhaitent justement mieux connaître les troubles alimentaires, pardon, je suis allée trop vite. Hop, je remonte. Voilà. Soins des troubles alimentaires en visio 6 jours en 2025. Donc, contactez-nous, Angélique Romuald ou moi, et on vous donnera les infos. Ça, c'est en visio, donc ça peut être en distanciel. Et enfin, les prochaines conférences, on vous donne les dates dès maintenant, on les a calées. Le 21 janvier, du coup, ça sera Attention au temps dans les troubles des conduites alimentaires, donc animé par Angélique. Le 18 février, ce sera Boire n'est pas manger, et là, on va la co-animer avec Romuald.
Et enfin, le 25 février 2025, là, on abordera les protéines. On avait fait les lipides, on a fait le sucre ce soir, et là, on regardera du côté des protéines et du sport. Et on co-animera également avec Romuald. Excusez-moi, pour les formations, c'est à destination des soignants ou Alors, pas n'importe qui? seulement, pas Pas seulement. seulement? Non, D'accord. c'est soignant et ça peut être des personnes également concernées par les TCA. On a des personnes aussi qui ont été concernées par les TCA et qui ont envie de mieux comprendre et puis des fois de voir comment elles peuvent à leur tour un peu aider autour d'elles. On a des parents, on a voilà, autant sur la programmation neurolinguistique que sur le niveau 1 sur les troubles Et, des conduites alimentaires. et on peut échanger avec vous pour en savoir plus sur le Ouais, contenu? bien sûr. Envoyez-nous un mail et puis on vous donne plus d'infos. Merci. Voilà, belle soirée à tous, très belle fête de fin d'année et on se retrouve pour ceux qui le souhaitent en janvier. Merci, bonne fête de fin Merci. d'année. Merci.